J'ai construit le setup parfait pour commencer le sim racing. Il y a quelques mois, j'ai acheté mon tout premier volant et ça a été une révélation pour moi. Dès les premières heures de jeu, j'ai totalement accroché, mais je me suis assez rapidement rendu compte qu'un bon setup, c'est quand même un peu nécessaire pour prendre du plaisir. Du coup, je me suis donné comme objectif de faire un setup qui soit confortable, donc avec un maximum de réglages pour pouvoir passer plusieurs heures à jouer dedans, qui ne prenne pas trop de place pour être facile à ranger. Il doit aussi être future-proof, c'est-à-dire qu'il doit facilement évoluer avec le temps, et comme je débute en sim racing, c'était quand même important qu'il ne coûte pas trop cher, donc j'ai choisi des composants bien spécifiques pour arriver à ces objectifs-là, à commencer par le cockpit du setup, le Formula Instinct de chez Playseat. À la base, le cockpit, il arrive dans ce petit carton, il faut compter environ 1h30 pour l'assembler, et même pour moi qui n'en avais jamais monté un avant, honnêtement, c'est vraiment pas très compliqué. Il a une structure en acier tubulaire, avec plein de points de réglage différents pour pouvoir l'adapter à notre taille et être assis exactement dans la bonne position. On a même les coussins du siège qui sont détachables pour qu'on puisse les positionner au bon endroit en fonction de notre morphologie. C'est pas forcément la mousse la plus quali du monde, mais avec un siège rigide qui tient bien en place comme ça, globalement c'est un cockpit plutôt confortable. La différence avec un setup sur le bord de son bureau, une chaise et le pédalier au sol, elle est bien plus importante que ce que j'imaginais. Déjà, niveau confort, comme je disais, on se retrouve avec les bras et les jambes dans une position agréable qui permet de jouer plus facilement plusieurs heures d'affilée, mais ça a aussi un impact niveau immersion, parce que ce cockpit il a une position très basse au sol avec les jambes presque à l'horizontale, donc moi qui joue principalement F1 2024, c'est un énorme kiff. Et surtout, la première chose que j'ai remarqué en m'asseyant dedans, c'est à quel point il est rigide, vraiment on peut y aller à fond sur le pédalier ou le volant et il n'y a rien qui bouge, aucun flex horizontal ou vertical, donc on a un peu moins l'impression d'avoir un jouet entre les mains et on oublie un petit peu qu'on est en train de simplement jouer à un jeu vidéo. D'ailleurs, la rigidité, c'est la première raison qui m'a fait prendre un cockpit de ce type plutôt qu'un pliable, parce que ceux-là aussi m'intéressaient pour leur côté pratique, facile à ranger et plutôt abordable, mais eux n'ont pas du tout cette rigidité qui est très agréable, et surtout, ils n'auraient vraiment pas été adaptés le jour où je vais passer sur un système direct drive. Dans le même style de cockpit, il y avait le Trophy de la même marque, qui avait l'air lui aussi plutôt pas mal, mais de ce que j'avais pu voir sur YouTube, il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient du manque de réglage, du fait que la structure ait tendance à se dérégler avec le temps, et comme celui-là était au même prix, le choix était assez vite fait. Enfin bon, Playseat, ils vont sûrement diminuer le prix du Trophy dans le futur, parce que sinon ça a plus trop de sens, et à ce moment-là, la question elle pourra un peu plus se poser. L'autre raison qui m'a poussé à prendre ce cockpit-là plutôt qu'un en acier profilé par exemple, c'est que malgré tout, il ne prend pas trop de place au sol et il est très facile à ranger une fois que j'ai fini ma session de jeu. En tout, il a une surface au sol de 1,50 m par 60 cm, donc c'est grand, mais ça reste gérable pour un salon de taille moyenne, et on peut replier le siège et le support du volant pour qu'il prenne encore moins de place. D'ailleurs, pour le ranger plus facilement, j'ai trouvé ces patins qui sont normalement faits pour déménager des meubles. Moi, je les mets sous les 4 pieds du cockpit, ce qui permet de le faire glisser beaucoup plus facilement. Donc, en débranchant le volant et les pédales, le setup se démonte vraiment en 2 minutes top chrono. D'ailleurs, le volant que j'utilise, on ne dirait pas forcément comme ça, mais c'est le Logitech G29 que j'ai un peu modé, et à la base, il ressemble plutôt à ça. C'est très loin d'être le meilleur kit du marché, et ça doit être assez surprenant de voir un setup où le cockpit coûte presque 3 fois plus cher que le volant, mais si je suis encore dessus aujourd'hui, c'est pour de très bonnes raisons. Déjà, ce G29, je l'ai acheté quand je n'avais même pas encore l'idée de me faire tout un setup sim racing. C'était simplement pour découvrir ce que c'est de jouer à un jeu de voiture au volant, et avec le retour de force, la précision qu'on a en plus par rapport à la manette, moi qui jouais principalement à des jeux de course arcade, ça m'a donné envie de découvrir les jeux sim racing, et j'ai rapidement compris le potentiel de ce hobby avec toute l'immersion que ça crée, le fait de pouvoir sentir les vibreurs, ou à quel point on accroche au sol en fonction du feedback qu'on a avec le volant. En fait, ça débloque tout un plaisir de refaire 20 fois les mêmes circuits pour les connaître parfaitement et essayer d'aller gratter un dixième de seconde sur son record perso. Tout ça pour à peu près 150 € maintenant d'occasion sur le Bon Coin. Franchement, c'est un super rapport qualité-prix. Après, ça reste un kit entrée de gamme, donc on sent assez rapidement ses limites. Les boutons sur le volant, par exemple, ils sont mal placés, donc difficile d'accès quand on est en course. Les palettes sont un peu molles et pas très satisfaisantes à utiliser, ou même le retour de force qui manque un petit peu de puissance quand on commence à s'y habituer. Mais la limitation qui impacte réellement notre progression, c'est le pédalier et particulièrement le frein.
Celui du G29, il utilise un capteur de position, donc la puissance du freinage, elle est uniquement calculée en fonction de l'angle de la pédale, contrairement au pédalier plus haut de gamme qui utilise un capteur de pression, qui lui est beaucoup plus réaliste en prenant en compte la puissance qu'on va mettre sur la pédale pour freiner en conséquence. Donc celui-là, honnêtement, il est vraiment pas fou, mais si j'utilise encore ce kit et que je n'ai pas upgrade vers un système complet, direct drive, etc., c'est que je pense que je ne le mérite pas encore. Je dois avoir une vingtaine d'heures de jeu sur F1 2024, quelques heures sur Gran Turismo, et je ne veux pas passer à l'étape du dessus sans avoir complètement maîtrisé le matériel que j'ai déjà. Donc pour le moment, je continue à apprendre plein de choses sur mon G29, et quand j'aurai l'impression qu'il me limite réellement dans ma progression, alors à ce moment-là, j'achèterai un bon gros kit Direct Drive, mais en attendant, j'ai trouvé cette marque qui fait des mods pour des volants Logitech pour le rendre plus confortable et beaucoup plus stylé. Comme le G29 existe depuis un petit moment maintenant et que c'est le kit le plus populaire du marché, il y a plein de mods qui se sont développés autour pour améliorer les palettes, les pédales de frein, voire même mettre un compteur dessus, dont ce genre de marques qui font plein de mods différents. Pour l'installer, c'est surtout quelques vis à enlever, et c'est relativement simple en suivant un tutoriel sur YouTube. Donc une vingtaine de minutes et 70 € plus tard, on se retrouve avec un volant style F1 sur le G29, pour une forme plus ergonomique, avec toute la partie du haut qui est supprimée pour ne pas bloquer la ligne de vue. Moi, ça m'a pas particulièrement rendu meilleur in-game, mais en tout cas, c'est beaucoup plus agréable que le volant de base. Par contre, à 70 € le mod, on commence à se demander si ça vaut le coup d'acheter ce genre d'upgrade, ou alors est-ce qu'il vaudrait pas mieux juste économiser pour acheter plus rapidement un Direct Drive. Moi perso, je sais que si un jour je passe à l'étape du dessus, ça me coûtera plus ou moins 1000 €, donc c'est pas pour demain, et aujourd'hui un achat à 70 € qui améliore énormément mon confort de jeu, je trouvais que c'était plutôt raisonnable. Maintenant, pour l'écran que j'ai utilisé dans ce setup, c'est juste la télé de mon salon, une OLED de 55 pouces qui utilise plusieurs accessoires pour améliorer mon expérience de jeu. Effectivement, un écran ultra-wide posé sur un support, ça aurait été peut-être un peu plus intéressant, mais ça n'aurait pas vraiment collé avec mes besoins pour ce setup. L'achat d'un écran ultra-wide dédié plus un support, ça aurait au moins doublé le prix total de l'installation, et ce genre de configuration, ça prend énormément de place puisqu'on ne peut pas la déplacer. Là, j'utilise la télé que j'avais déjà dans mon salon, elle est assez grande pour avoir le côté immersif, même si je suis assis relativement loin. Par contre, comme mon meuble télé n'est pas très haut, je me retrouvais avec une mauvaise ligne de vue, jusqu'à ce que je trouve ce support qui me permette de la placer en hauteur, sans avoir besoin de faire de trous dans le mur. Ce support, en fait, c'est un grand pied où on vient poser la télé, sur laquelle on avait vissé des accroches au préalable, et dont le bras passe dans l'encoche de mon meuble Ikea. Ça permet de dégager de la place sur le meuble, aider au cable management avec les clips qu'il y a derrière, mais surtout avec j'ai une bien meilleure ligne de vue depuis mon cockpit par rapport à quand la télé était posée sur le meuble. Par contre, je ne le recommande vraiment pas pour tous les salons. Moi, ça fonctionne plutôt bien parce que mon meuble télé repose directement sur la base du support, ce qui le cache dessous, et du coup, ça rend bien. Mais si on a un meuble télé un tout petit peu plus haut, sur des pieds par exemple, alors on verrait la base dessous, et ça serait absolument horrible. Après, pour améliorer l'immersion, j'ai installé un kit de LED derrière la télé pour faire matcher les couleurs des LED avec l'image sur l'écran, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver le bon kit. À la base, j'ai essayé ce modèle-là de chez Govee, un système qui fonctionne avec une caméra à poser sur l'écran, qui scanne l'image en permanence pour reproduire les couleurs derrière, mais il y avait une grosse latence entre ce qui se passe à l'écran et le rétroéclairage, donc au final je l'ai remplacé par ce modèle de chez Hub Aura, qui scanne l'image directement par l'HDMI, ce qui rend le système extrêmement précis et sans latence, donc on a réellement l'impression que ça agrandit l'écran, surtout sur un jeu de course où on voit sur les côtés les couleurs défiler plus ou moins rapidement en fonction de notre vitesse en jeu, mais en vrai c'est très sympa sur tous les jeux que j'ai pu essayer. On peut choisir entre plusieurs modes et intensités de rétroéclairage depuis l'application, ce qui est plutôt pratique parce que ça peut être un peu perturbant de regarder un film ou une série avec un rétroéclairage un peu trop dynamique. Par contre, son petit point faible, c'est qu'il manque légèrement de luminosité, mais pour une utilisation la nuit, ça suffit largement, et quand on sait que le même type de kit chez Philips Hue, ça coûte 500 €, celui-là je pense qu'il vaut largement le coup. Aussi, comme je joue sur PlayStation 5, c'est assez difficile de trouver de bons écouteurs sans fil, mais j'ai trouvé ceux-là qui se connectent à la PlayStation 5 sans latence et restent connectés au téléphone en Bluetooth pour pouvoir facilement switcher entre les deux. Ces écouteurs, c'est les Game Buds de chez SteelSeries.
À la base, je regardais plutôt pour les écouteurs officiels de chez Sony, mais quand j'ai vu leur prix, j'ai tout de suite essayé de trouver une alternative un peu moins chère. Donc j'ai testé des adaptateurs Bluetooth pour connecter directement mes AirPods à la PlayStation 5, mais c'est pas du tout une solution viable, ça détruit trop la qualité audio, on a de la latence, etc. Donc j'ai finalement trouvé ceux-là, qui eux aussi se connectent à la PlayStation 5 sans latence avec un receveur, mais ils ont un très bon son avec des profils audio adaptés aux jeux auxquels on va jouer, ils sont très confortables, ont de la réduction de bruit, en plus en tapant 2 fois dessus, on peut switcher directement de la PlayStation 5 vers le téléphone pour regarder une vidéo tuto entre 2 courses par exemple, et même s'il coûte encore trop cher pour ce que c'est, à 170 €, ça reste 50 € de moins que les officiels de chez Sony, et c'est pour le moment les meilleurs que j'ai trouvés pour jouer sur PlayStation 5. D'ailleurs, j'ai décidé de rester sur console et de ne pas passer sur PC pour le moment, parce que le sim racing sur console, ça reste un super rapport qualité-prix, et le choix parfait pour une personne qui débute. Mon objectif le plus important pour Setup, c'était de faire en sorte que ça soit simple et rapide de se mettre à jouer, histoire que j'ai le plus de chances possible de passer du temps dedans pour m'améliorer rapidement, et aujourd'hui, du placement du cockpit au démarrage du jeu, on est vraiment à 2 minutes top chrono. Alors effectivement sur PC, on a de bien meilleures performances, on a un plus grand choix de jeux, on peut aller beaucoup plus loin dans les réglages, mais à un prix beaucoup plus élevé, avec des mises à jour à faire tout le temps, etc. Alors que sur une PlayStation 5, c'est extrêmement facile à utiliser, et surtout c'est 500 € pour du 4K 60 FPS constant. Dessus, j'ai fait pas mal de modifications pour l'améliorer, mais je ne les recommande pas forcément toutes. Par exemple, changer les façades, c'est très sympa, en gris comme ça, je la trouve vraiment magnifique, mais les façades officielles coûtent ultra cher pour 2 simples morceaux de plastique, qui sont en plus de ça très fragiles. Donc si jamais vous avez des bonnes alternatives à me recommander, je suis preneur. Et pour le reste des modifications, le SSD, les cosmétiques, etc., je vous mettrai des liens dans la description, comme pour tout le reste du matériel que j'ai utilisé pour faire ce setup. Donc voilà le résultat final, j'ai déjà passé un petit moment dedans et c'est un énorme plaisir de pouvoir jouer dans de si bonnes conditions. C'est pas vraiment le setup sim racing ultime, mais pour moi c'était la bonne étape intermédiaire avant d'aller investir des milliers d'euros dedans, et je le ferai sûrement évoluer dans le futur en fonction du niveau que j'arrive à avoir. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer cette prochaine vidéo. En attendant, si vous voulez voir d'autres setups que j'ai pu faire sur la chaîne, ça tombe bien, il y en a un paquet maintenant, et vous pouvez les voir en cliquant sur les vidéos qui apparaissent à l'écran.